Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une des pires catastrophes contemporaines françaises, dont paradoxalement beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent l'existence. Je veux parler de la rupture du barrage de Malpasset. Et avant de commencer, je tiens à préciser que tout commentaire « Ah bah ça s'est mal passé, lol !» est passible d'une amende de 135 € qui peut être majorée en cas de récidive, donc je vous conseille vivement de ne pas le faire. Le barrage de Malpasset est un barrage voûte construit dans le Var au milieu des années 1950, afin de barrer la route à ce petit ruisseau tout mignonnet qu'est Sapellorio le Réran. C'est l'un des nombreux barrages que l'homme a construit durant les années 50, et ce afin de pouvoir répondre à la demande croissante en eau pour la consommation, mais aussi pour l'irrigation. En effet, ces années-là correspondent à une reprise économique, démographique et ici touristique de l'après-guerre. Et dans le Var, ce besoin est encore plus marqué étant donné que les réserves en eau sont très faibles et que, dans le Var, comme partout ailleurs sur le littoral méditerranéen, la population estivale de chaque ville balnéaire peut être multipliée par 6 ou 7 durant l'été, au moment où il y a le moins d'eau. C'est problématique. Ainsi, pour répondre aux nouveaux besoins des touristes qui vont passer leurs vacances dans l'agglomération de Fréjus et de Saint-Raphaël, on a décidé de construire un barrage à une dizaine de kilomètres au nord de cette agglomération sur le Réran, à un endroit où la vallée est relativement étroite, ce qui fait que le barrage peut être assez petit, ce qui fait qu'il ne coûte pas très cher, mais que le lac de retenue en amont peut être assez important, ce qui fait qu'il peut être viable sur plusieurs années avec l'évolution de la demande. Parce qu'on va pas reconstruire des barrages tous les 3-4 matins, surtout que la place manque un peu dans le Var. Alors le barrage est construit puis mis en eau. Enfin, mis en eau, c'est un peu compliqué puisque une sécheresse fait que la mise en eau était très lente. Et en plus, il y a le propriétaire d'une mine qui a refusé de se faire exproprier, qui a fait traîner sa procédure d'expropriation. Du coup, on n'a pas pu mettre le barrage en eau sous peine de noyer ce mec-là et qu'il nous fasse un procès et qu'on lui offre des dommages et intérêts. Donc c'était chiant. Le barrage fut finalement mis en eau pour la première fois en 1959, retenez bien ce petit détail. Bref, on dispose d'une quantité d'eau super importante pour plusieurs années, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à l'automne 1959. En effet, qui dit automne dans l'arc méditerranéen, dit épisode méditerranéen. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un épisode méditerranéen, c'est un épisode de fortes précipitations condensées dans le temps, dont j'ai déjà décrit le fonctionnement dans plusieurs vidéos, et si vous avez besoin d'un rappel, je vous invite vivement à regarder cette vidéo là. Le 2 décembre 1959, un énième épisode méditerranéen se produisit dans la région et a déversé des trompes d'eau supplémentaires. Les sols étant déjà saturés par des précédents épisodes méditerranéens, ils ne pouvaient plus rien absorber, donc tout a ruisselé dans le lac de retenue, qui fait qu'il s'est rempli très rapidement et pour la première fois. Petite précision utile, 2 semaines avant, mi-novembre, le gardien du barrage a décelé des petites fuites d'eau au pied du barrage, comme si le barrage fuyait. Ce qui n'est pas très bon signe. Et avec cet épisode méditerranéen en plus, le 2 décembre, ces petits suintements se sont transformés en véritables sources. Ce qui fait que le gardien était un peu stressé et a un peu demandé, ce serait cool qu'on ouvre les vannes quand même pour relâcher un peu la pression et éviter la catastrophe. Mais alors le supérieur du mec lui a dit « Bah non, parce que en fait, à Laval, il y a un chantier de construction de l'autoroute A9, dont la construction d'un pont actuellement, et comme le propriétaire de la mine nous a déjà cassé les couilles et qu'on a déjà perdu suffisamment d'argent, j'ai pas envie non plus d'indemniser le constructeur de l'autoroute si on lui détruit son chantier. Alors s'il te plaît, ne le fais pas uniquement pour des raisons économiques, merci. » Mais comme l'eau montait encore, on a finalement pris la décision à 18 h d'ouvrir les vannes parce que on va encore devoir de l'argent des gens. À 21 h, les pluies se sont calmées et l'ouverture des vannes a permis de faire baisser le niveau du lac de retenue qui fait que le gardien, rassuré, a débauché et à 21 h 13, le barrage rompu, emportant avec lui évidemment tout le lac de retenue derrière, ce qui a généré une vague de 40 mètres dans toute la haute vallée. Une fois arrivé à Fréjus, 10 quarts d'heure plus tard, la vague avait bien descendu parce qu'elle avait plus d'espace pour se propager, mais elle faisait encore 13 mètres de haut. Et une vague de 13 mètres... c'est un peu destructeur, surtout quand elle charrie les blocs de béton du barrage, des blocs de pierre et toute la végétation qu'elle a arasée. En arrivant sur le nord, elle a totalement détruit le transformateur électrique, ce qui fait que tout Fréjus a été privé d'électricité, tous les Fréjusiens étaient plongés dans l'obscurité et entendaient un bruit sourd dont ils ne savaient pas l'origine. La suite de la catastrophe est tragique, 423 morts et un paysage totalement ravagé et transformé. Le comparatif des images aériennes montre l'étendue des dégâts. L'effacement du lac de retenue, la destruction de tout
tous les végétaux, ce qui montre à peu près la hauteur de la vague en fonction de l'endroit où on était. À Fréjus, même si la vague a évité le centre historique, parce que nos ancêtres sont pas cons, ils se sont construits un peu en hauteur pour éviter les dégâts des crues méditerranéennes dont ils savaient l'existence. Oui. Mais tout le reste a été dévasté, tout ce qui débordait du centre-ville, au nord et à l'ouest, a été un petit peu rayé, ainsi que la végétation. Malgré la faible urbanisation de l'époque, la catastrophe a quand même fait des centaines de morts, et quand on voit ce qu'est devenue cette région, l'arc méditerranéen étant l'une des régions les plus densément urbanisées, je me dis heureusement que la catastrophe n'a pas eu lieu cette année. Le bilan aurait été bien plus lourd. Alors évidemment, après une telle catastrophe, c'est le tollé national. Comment un barrage voûte a-t-il pu céder alors qu'il avait la réputation d'être totalement indestructible? Qui est le responsable? Alors pour trouver ce responsable, des longs procès à n'en plus finir se sont ouverts, et on conclut que les constructeurs n'étaient pas responsables, puisque le mécanisme responsable de la rupture du barrage n'était pas connu à l'époque, et ne dépend pas de la structure du barrage en lui-même, mais de ses fondations. Pour vous résumer ce qui s'est passé, en fait l'eau est passée dans des fissures en dessous du barrage, parce que la roche était de moins bonne qualité que ce qu'on pensait, ce qui fait qu'avec le remplissage du lac de retenue, l'eau était plus forte, donc exerçait une pression plus importante dans les fissures, ce qui fait que par contrainte ça a gonflé et ça a soulevé l'assise du barrage de 1 à 2 mètres. Ce qui fait que tant que la Mais alors, y a-t-il un responsable? Eh bien c'est difficile d'établir une responsabilité unique puisque bien souvent dans ces catastrophes, elles résultent d'une suite de facteurs qui indépendamment ne justifient pas la catastrophe mais qui mis bout à bout la cause. Ici, il a fallu l'absence de connaissances sur les failles et la qualité du sol en dessous, ce qui est moyen justifiable, mais aussi des études pas assez poussées, une mise en eau freinée par la sécheresse et par la procédure d'expropriation, qui fait qu'on n'a pas pu étudier les conséquences du remplissage, une surestimation de la fiabilité des ouvrages voûtes, un intense épisode méditerranéen et un ordre d'ouvrir une vanne trop tardivement. Si une chose est sûre, c'est que le caractère naturel de cette catastrophe est totalement remis en cause puisque sans barrage, une telle vague n'aurait jamais pu se former. Certes, cette catastrophe nous a permis d'apprendre des choses, ça a révélé certaines inconnues, ça a complété nos connaissances géologiques, ça a renforcé la sécurité de tous les autres barrages en créant un comité technique permanent, ça a permis des avancées dans la recherche de la responsabilité juridique, etc. Plein de choses. Bref, comme après chaque catastrophe, on essaye d'apprendre de nos erreurs pour éviter de les reproduire à l'avenir. Cependant, même si on sait que ça exacerbe énormément notre vulnérabilité, on a toujours du mal à freiner l'urbanisation. Je vous ai déjà montré à quoi ressemblait la zone dévastée aujourd'hui. Imaginez-vous le bilan qu'aurait eu cette catastrophe si le barrage de Malpasset avait rompu en 2020, sur cette même ville de Fréjus qui est beaucoup plus étendue et densément peuplée qu'en 1959. Et en réalité, il n'y a même plus besoin qu'un barrage cède pour qu'un épisode méditerranéen cause des morts. Les inondations de Cannes et de Mandelieu-la-Napoule l'ont prouvé en 2016. Et croyez-moi, il serait temps d'apprendre que non, ces catastrophes ne sont pas que naturelles, et qu'il faut se souvenir de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Or, aujourd'hui, le mémorial du cinquantenaire de la catastrophe de la rupture du barrage de Malpasset semble tout petit face aux nouveaux bâtiments qui ont été reconstruits et que l'on peut voir partout autour. On passe facilement à côté de ce mémorial sans se douter de la gravité de la catastrophe. Que reste-t-il d'autre, 60 ans après la catastrophe, que les ruines d'un barrage, devenu aujourd'hui promenade touristique? Ironie du sort, nous nous prenons aujourd'hui fièrement en photo devant ce qui est peut-être le meilleur témoin de la faillibilité de l'être humain. Si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, je vous ai mis mes sources en description. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, n'oublie pas de propager cette vidéo partout sur l'intégralité des réseaux sociaux, d'apposer le like de courtoisie, de commenter si tu as des questions et des remarques, et de t'abonner si tu fais partie des 60% des gens qui me regardent sans l'être. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.